Merci beaucoup. La parole à Aïcha Belarbi. شكرا سيدة الرئيسة. السيدة نجاة بوزيد زوجة سي عبد الرحيم بوعبيد، أنجاد سي عبد الرحيم بوعبيد وأفراد أسرته، السادة المحاضرون، الحضور الكريم. أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة الخزانة الوطنية لتنظيم هذه اللقاءات حول أعلام المغرب ولاختيارها اليوم لشخصية سي عبد الرحيم بوعبيد، وهي شخصية مناضلة فذة ناضلت طيلة حياتها من أجل الديمقراطية والعدالة والكرامة والمساواة. ونزلا عن رغبة السيدة الرئيسة سأقدم هذه الكلمة باللغة الفرنسية. Je crois qu'il serait vraiment difficile de parler de Sir Abdelrahim en 10 minutes, de parler d'une sommité, d'une icône nationale, d'un leader progressiste, un penseur du changement, un intellectuel engagé, un homme du caractère en une dizaine de minutes. Et aussi, mais vraiment difficile de trouver la façon d'aborder cette personnalité, enfin, ses pensées, ses réalisations, ses activités, surtout pour des personnes enfin, qui ont été en contact avec elle. Et puis, il aurait vraiment difficile d'être objectif. D'être objectif à l'égard de Sir Abdelrahim qui a toujours répondu à nos questions sans tarder, qui connaissait aussi nos attentes et qui voulait faire de nous vraiment des militants et des militantes effectifs. Des militants qui abordent les difficultés sans peur, qui traversent aussi les terrains minés par les agents de répression, mais qui les traversent la tête haute, qui peuvent aussi entrer dans les kiosques de Mondel Tihad Shiraki et Libération et ou le Maharel, mais enfin avec beaucoup d'audace et de fierté. Et puis qui pouvaient critiquer les abus de pouvoir, qui pouvaient aussi, les chiffres à l'appui, parler de la détérioration de la situation politique, économique du pays, sans crainte des agents de sécurité qui assistaient à leurs conférences et interventions. Je crois que Abdelrahim Bouhabid en premier et d'autres avec lui, ils ont aidé cette génération et la génération qui suit à devenir vraiment des citoyens et des citoyens conscients, lucides, qui luttent contre toutes les formes de répression, qui luttent contre les abus de pouvoir, les discriminations et les inégalités. Je crois aussi que de parler, enfin, que Sir Abdelrahim il menait une vie d'activité politique intense durant plus de 50 ans, si on peut limiter, enfin, juste des années de 1940 à 1992, 92. Donc c'est un résistant de la première heure. C'est aussi un des principaux architectes du manifeste de l'indépendance, chef de file de la gauche et progressiste et social-démocrate, donc une activité militante vraiment exemplaire. Il a également, et je crois que ça a été justifié par les précédents intervenants, qu'il a toujours bénéficié d'une affection particulière et de grande sympathie et d'un charisme auprès de ses aînés et aussi des fondateurs du nationalisme marocain et des militants socialistes et aussi des masses populaires. Et ils étaient d'ailleurs tous impressionnés par ce jeune Slaoui entreprenant, ouvert, jovial et très ferme quand il défendait enfin ses principes et ses grandes idées. Donc pour aborder ce grand homme, vraiment, je me suis appuyée un petit peu sur ses interventions, sur ses interviews, et donc et prendre quand même quelques créneaux pour que je lui donne à lui la parole. C'est pas moi qui parle de lui, mais c'est lui qui nous parle aujourd'hui.
Parce qu'avec les citations, je ne peux pas les inventer. Voilà. Donc, concernant les questions politiques, en tant quand il parlait de démocratie, déjà en 1961, il disait que notre option socialiste provient de notre analyse de la réalité et des expériences des pays sous-développés économiquement, culturellement et politiquement. En 1966, et c'était enfin le journal Maroc Info qui a fait une interview avec lui, et vous savez qu'en 1966, il y avait les événements de 65, et il y avait vraiment une très grande cassure entre le pouvoir en place et les masses populaires. Et le journaliste lui posait la question, est-ce qu'il y a une certaine apathie qui existe maintenant? Alors, Abdelrahim doit répondre que lorsque le peuple constate que le langage instauré dans le pays relève davantage de l'épreuve de force et que le libre jeu de la démocratie a totalement disparu, entre parenthèses, voyez les événements de mars 1965 où on a pu sans hésiter tirer sur des enfants, il en résulte forcément chez certains une forme d'apathie dans la mesure où ils se demandent est-ce qu'il est encore possible à la gauche de subsister et de faire valoir un jour ses idées par la voie démocratique. Bien sûr, ceci compte tenu de la répression qui sévissait à l'époque et de tous les camarades qui étaient emprisonnés. Il disait aussi que l'action psychologique des forces de répression compte beaucoup sur cet état d'esprit. La répression entrecoupée de temps à autre par une relative détente a pour but justement de fatiguer le peuple et de mettre à l'épreuve nos militants. Sur la délimitation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, et ceci en 1966, il avait dit « Il y a un choix à faire. Ou bien la monarchie restera féodale, avec toutes les conséquences que suppose un tel choix, ou bien elle s'adaptera au monde moderne. Nous ne demandons pas d'ailleurs une monarchie de type anglais, scandinave. Nous en sommes encore très loin. Mais il s'agit tout de même de mettre en place un système sérieux. Il faudra avant tout un gouvernement capable de prendre ses responsabilités devant l'opinion intérieure et internationale. » En 1968, il disait, enfin dans un exposé sur la situation qui prévalait au Maroc, il disait que le principal facteur de la détérioration de la situation au Maroc est l'absence de la démocratie et la rupture avec le peuple. Je souligne, disait-il, que la principale revendication qui a caractérisé la lutte politique au Maroc après l'indépendance est celle qui consiste à donner la parole au peuple. En 1976, lors de la session ordinaire du comité central tenu à Blimillal, Abdelrahim déclare que la démocratie à laquelle nous aspirons n'est pas la démocratie formelle, elle est celle qui exige que les problèmes de masse soient posés et débattus au niveau national. La participation aux élections n'est pas pour des considérations électoralistes. Pour nous, ceci est secondaire. Le plus important lors des élections, c'est que les cadres du parti ouvrent un large débat avec les masses sur toutes les questions nationales et locales. Il faut que nous expliquions le sens du socialisme et pourquoi le socialisme. Et vous savez très bien qu'à l'époque, on n'avait pas du tout accès aux masses. On n'avait pas du tout, enfin, quand on allait dans les quartiers populaires, on était toujours surveillé par la police. Et puis, bon, enfin, quand on assistait, ben, le local était fermé. Ou bien, donc, les gens du quartier ne venaient pas du tout. On leur interdisait de venir. En 1984, dans une interview qu'il avait accordée à Al-Watan al-Arabi, il expliquait enfin, la participation au gouvernement. Et il a dit que la démocratie est une lutte continue, permanente et évolutive, passant par de multiples étapes. Et on ne construit une démocratie globale et sans faille dès le départ. Militer pour les démocraties exige un engagement et des luttes continues pour la corriger, la rectifier, la revisiter et aussi pour lutter contre toutes les formes de fraude affectant la volonté populaire. Et nous savons très bien que Sir Abdelrahim a vraiment mené une lutte acharnée contre les fraudes électorales et les falsifications de la volonté du peuple. Et durant vraiment, il a intervenu dans toutes les campagnes électorales
On le connaissait vraiment dans les meetings qu'il avait menés partout, enfin à travers tout le Maroc, dénonçant les abus de pouvoir, les violations de la principe de la démocratie et des droits de l'homme, dénonçant aussi la détérioration de la situation économique et des régressions successives des pouvoirs d'achat des masses populaires, critiquant les politiques économiques, sociales et culturelles, les politiques d'enseignement, mais aussi ces interventions et aussi ils avaient vraiment, disons, l'aspect d'une feuille de route pour la mise en œuvre de pratiques démocratiques pour la liberté d'expression et la dignité du citoyen. Quand l'UNFP vraiment a décidé aussi de boycotter le référendum constitutionnel de 1962, Abdelrahim a vraiment été partie prenante dans les grands meetings. Et dans un des meetings, un meeting à Rabat, il avait dit « Nous sommes devant un choix fondamental. Soit nous continuons en tant que peuple et qu'organisation enracinée au sein des masses à lutter pour libérer notre pays du colonialisme, du féodalisme et de la réaction, soit nous acceptons un texte constitutionnel falsifié et préparé par les commis du colonialisme. S'il devait en être ainsi, nous aurions la responsabilité d'avoir commis un crime contre les générations futures. » Et nous savons bien sûr que, disons, le référendum constitutionnel était boycotté par de grandes sommités, et notamment aussi par le grand alim Mohamed Ben Arbi al-Alawi, parce que lui aussi il a intervenu à ce niveau-là pour dire, et là vraiment je prends cette citation en arabe, إن الحق الذي أعطاه الحكام لأنفسهم لصنع الدستور وإرغام الشعب على التصويت عليه مخالف للشريعة الإسلامية ويتنافى مع مصلحة البلاد فكل موافقة تنزع بالقوة فهي باطلة. Nous rendons hommage à ce grand homme qui a vraiment pu expliquer clairement ses idées, qui a aussi exprimé ses idées contre ce référendum et à ses positions bien sûr très très progressistes à différents niveaux, et nous rendons hommage à sa fille, la grande dame Laïcha, qui est présente aujourd'hui avec nous et qui est en train de lier le travail qui a été fait par son père au mouvement progressiste de l'époque. Vous savez très bien qu'après les élections, les élections de 84, il a fait part à une baisse des fraudes récentes qui ont été menées. Et il a dit, si l'administration avait opté pour la neutralité lors de ces élections législatives, l'USFP aurait eu la majorité dans le nouveau Parlement. Parce que pour les élections législatives de 84, l'USFP avait 34 sièges contre 15 sièges en 1977. Il était aussi très très conscient que les femmes étaient manipulées durant les élections et que les bénéficiaires des votes étaient souvent les adversaires de la démocratie et que vraiment l'argent coulait à flot pour récupérer les voix des femmes qui, souvent analphabètes et dont le besoin accepté, des fois ça fonctionnait avec 10 dirhams, puis 20 dirhams, et puis c'est monté plus tard à 50 dirhams. Quant à la participation au gouvernement, elle a vraiment, je me réfère juste à la participation au gouvernement de 1984, parce que vraiment, pour le gouvernement, des années après l'indépendance et de 1960, donc je ne l'ai pas abordé, mais là, vraiment, je trouvais vraiment très intéressant, parce qu'en réponse à la motivation, on lui a posé la question, quelles sont les motivations qui ont poussé l'USFP à vraiment participer au gouvernement. Dans sa réponse, il a dit, quand un médecin se trouve devant un malade qui présente une hémorragie, qu'est-ce qu'il fait en premier? D'abord, il doit arrêter l'hémorragie, il doit arrêter l'écoulement du sang, et puis il va chercher le remède, donc, et le traitement. Donc, arrêtons cette hémorragie, et c'est pour cela que le parti vraiment a participé à ce moment-là, vraiment, au gouvernement. Il a participé avec juste 2 ministres, c'est le Abdelrahim en tant que ministre de l'État et le ministère de la Coopération. C'est pour cela, quand on lui posait la question, comment vous participez au gouvernement,
Il dit que nous participons pas à la gestion du gouvernement, mais nous donnons un coup de main au gouvernement. Nous essayons aussi de rectifier en quelque sorte de tir, de les pousser à réviser un petit peu leur politique. Mais enfin, notre but, c'est vraiment après les élections de 84, et le gouvernement qui va sortir des urnes en 1984, est celui qui sera vraiment capable d'instaurer des réformes structurelles qui introduisent des changements et qui introduiront le bien-être au sein de la population et qui introduiront, bien sûr, plus de démocratie. Donc, Richard, j'ajoute deux choses. Il a demandé à sortir du gouvernement. Oui, bien sûr, j'arriverai. Mais le ministère de la Coopération, il est resté quand même. Oui. Non, bon, lui, en juin 84, il a demandé à sortir du gouvernement parce qu'il n'a pas voulu combiner les deux mandats, c'est-à-dire rester au gouvernement et préparer aussi le congrès du parti. Donc, pour la participation des femmes au développement, là, vraiment, je me rappelle de Saad Rahim, c'était mon premier contact vraiment avec lui. C'était en 1975, c'était le congrès extraordinaire. Et avant, c'était la première fois que le parti vraiment, organise, c'était les débuts de la section féminine. Et aussi, il avait une commission femmes qui a préparé un rapport sur la question féminine. Et bien sûr, moi j'étais beaucoup plus en contact avec Mohamed Yazri, parce que moi j'étais la coordonnatrice de la commission. Et Mohamed, il m'a dit que vraiment Saad Rahim accepte vraiment le rapport, qu'il a trouvé excellent, etc. Donc vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. Et le jour du congrès, je devais moi-même présenter ce rapport-là. Et puis je voyais un sourire de connivence qui venait vraiment du côté du podium. Et puis bon, parce que vraiment, moi je parlais surtout quand je suis arrivée au niveau du code de la famille, du code du statut personnel à l'époque. Je dis bon, le mariage sans tuteur, pas de polygamie, pas de tutelle, divorce devant le juge. Et puis il m'a regardé et me dit bon, arrête un petit peu. Donc les gens peut-être suivent, mais ils ne suivent pas tout à fait. Et puis après, il a senti vraiment que, il y avait un certain hiatus, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient à l'époque au bureau politique, à la commission administrative, et qui ne comprenaient pas effectivement notre message. Et il y avait une polémique aussi extraordinaire entre Omar Sahili, qui était un grand alim de la région du Souss, et moi-même qui étais toute menue à l'époque, donc avec les petites idées que j'avais, donc on luttait pour dire que nous existons en tant que femmes, nous voulons des changements, et nous voulons des changements vraiment très profonds. Donc, Saad Rahim, dans toutes vraiment ses interventions, il accordait à la femme vraiment un statut extraordinaire, et puis pour lui, la lutte de la femme, c'est une lutte pour la démocratie, pour le développement et pour les droits humains. Et puis, bien sûr, il pensait il pensait directement, il faisait en sorte, en encourageant les femmes de la section féminine, disant que la femme, c'est un mobilisateur de masse, par sa volonté, sa persévérance, elle peut mener des actions de différentes ampleurs et sur différents fronts. Et d'ailleurs, lors du 4e congrès, il disait « Nous avons besoin d'hommes et de femmes conscients, engagés et capables d'affronter les obstacles qui entravent leur participation collective dans l'instauration d'une société juste qui respecte l'intégrité de l'individu et favorise son épanouissement matériel, moral et culturel. » Mais il y a aussi une chose importante, c'est que pour Saad Rahim, vraiment, il avait toujours une interprétation en quelque sorte forte, fausse, de l'islam, et il revendiquait toujours l'ijtihad, parce que vu les changements qui s'opéraient dans la société, donc on ne peut pas rester avec des lois rétrogrades et des interprétations aussi falsifiées de l'islam. Donc il appelait toujours à l'ijtihad,
et à la création de cette dynamique sociale et culturelle accompagnant les mouvements sociaux. Et puis bon, je ne manquerai pas ici de parler aussi du fait qu'il a mené une action extraordinaire, et j'étais présente, et beaucoup de camarades ici présents aujourd'hui étaient avec nous. C'est enfin l'action et l'engagement qu'il a mené auprès des mères, femmes, sœurs et filles des prisonniers et des prisonniers politiques, de vrais militants qui sont sortis des quartiers résidentiels, qui sont sortis des bidonvilles, des campagnes, et qui venaient enfin au sein du parti. Il était toujours à leur écoute, il les soutenait toujours, et puis il leur vouait aussi une grande estime, parce qu'il savait vraiment que ce sont des gens qui sont mobilisés pour une cause pour laquelle lui-même était mobilisé, c'était la libération des prisonniers politiques. Et puis un autre point sur les transformations sociales, et là parce que je trouvais vraiment c'est quelque chose qui correspond pratiquement, c'est quelque chose d'actualité, malgré que, disons, la citation est de 1966. Quand il a parlé des transformations sociales, il a répondu « Si le peuple représente une certaine potentialité, donc une prédisposition quand même au changement, il ne peut s'organiser spontanément. Toute évolution doit être nécessairement conduite par des cadres issus du peuple et capables de comprendre ses problèmes. Le malheur est que l'on assiste dans ce pays à la démission des cadres. Il y a des éléments parfaitement valables, mais ils semblent, hélas, avoir démissionné, hantés par l'égoïsme et par un appétit démesuré. Comment voulez-vous, dans de telles conditions, que le peuple évolue seul, lorsqu'il constate surtout que certaines élites auxquelles il croyait auparavant sont devenues désormais de simples pions totalement amorphes et ne pensant qu'à tirer des avantages personnels. Je trouve que c'est une situation d'actualité qui nous pousse tous à réfléchir aujourd'hui sur le rôle des élites. Donc je ne parlerai pas vraiment des actions menées par Sir Abdelrahim sur la question nationale, où il était un des grands défenseurs, ou bien aussi son militantisme et action pour l'unité du Maghreb arabe, pour la Palestine ou pour la question de l'Irak. J'arrive vraiment en conclusion pour dire que c'est un homme de sagesse, un défenseur du pluralisme et de la démocratie, un nationaliste, un défenseur de la cause nationale, un avocat authentique de la justice et militant pour une meilleure répartition des richesses nationales. Tel était l'itinéraire de feu Abdelrahim Bouabid, une vie entière vouée au service du Maroc. Je voudrais aussi ajouter sur la question de la modernité, c'est que Sir Abdelrahim était, il véhiculait la modernité. Donc, il n'avait pas besoin de l'écrire noir sur blanc, mais vraiment son port de costume, son port aussi du fez quand il le fait, sa façon de fumer la cigarette, le fait aussi de s'être marié avec une femme très moderne, qui était pour nous à Salé vraiment le couple exemplaire. Et des fois, quand les filles étaient très exigeantes auprès de leur famille, quand elles voulaient s'habiller de façon moderne, aller chez le coiffeur, etc., les mamans leur disaient alors donc c'était en quelque sorte un exemple, donc peut-être que Najat ne le connaissait pas, mais nous qui avons vécu aussi autrement en étant jeunes, c'était vraiment un modèle pour les jeunes filles. Donc je peux dire que cet homme d'État est resté toujours fidèle à ses principes. Il a aussi su par son labeur et sa persévérance éveiller les consciences, laissant sa grande empreinte du fait que la démocratie doit toujours être révisée et corrigée. Il croyait en cette évolution, car lui-même n'aimait ni la répétition, ni le conservatisme, ni le plagiat. Donc Abdelrahim garde une place particulière dans le cœur des militants nationalistes, de tous les jeunes qui l'ont côtoyé et de tous ceux qui apprennent aujourd'hui sur lui. Et j'estime même, et je vais même plus loin, que c'est son action qui est fondée sur la réconciliation, le dialogue et la persévérance qui a certes banalisé le chemin devant l'avènement de l'alternance réalisé 6 ans après ses disparitions. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Mati Manjib. Bonsoir. Comme c'est une séance surtout de témoignage, je commence aussi par un petit témoignage. C'est que quand j'étais encore enfant, durant les années 70,
J'habitais chez ma sœur qui était musulmane et c'était les voisins immédiats de la villa, la petite villa secondaire de Sir Abdelrahim Bouabid. Et donc moi j'étais une fois très très impressionné quand j'ai vu que ce monsieur qui avait une cinquantaine d'années à l'époque, qui passait dans une DS noire, s'arrêtait pour parler à des enfants qui avaient, vous savez, ce plateau-là avec une chemisette, un t-shirt de football et qui demandaient de l'aide pour former une équipe de football à Ben Slimane. Et donc il s'est arrêté à l'époque, ça devait être en 1974, et il leur a donné 50 dirhams, ce qui représentait pour ces enfants-là, peut-être pour une semaine, ils pouvaient, parce qu'à l'époque c'était plutôt 50 centimes au maximum. Et donc j'étais très content quand j'ai vu ces enfants, très 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 content. Autre chose, c'est que je connaissais aussi son gardien de villa, et donc quand ce gardien-là a voulu avoir sa propre maison, il l'a aidé financièrement. Enfin, c'est ma soeur qui m'a dit ça d'une façon très substantielle. Et il a eu donc ce gardien qui était bien sûr très pauvre, a pu avoir un appartement à Ben Slimane. Donc maintenant je passe au sujet de mon intervention que j'ai intitulé Bouabid, une carrière d'opposant. Je voulais l'intituler opposant malgré lui, mais j'avais peur que ça soit mal compris, c'est-à-dire qu'il était obligé d'être opposant parce que on ne le produit pas au gouvernement, quelque chose comme ça. Mais non, c'est-à-dire c'était un homme pragmatique qui voulait servir son pays dans l'action positive, mais disons, il était obligé de s'opposer pour des raisons morales et politiques, parce qu'il considérait que la politique menée, que ce soit du temps colonial ou du temps donc, national, était une mauvaise politique, même s'il était très pragmatique et un opposant plutôt modéré. La première partie de mon intervention s'intitule l'opposant anticolonialiste et la deuxième partie l'opposant anti-absolutiste, donc contre la monarchie absolue. C'était surtout un opposant donc, dans sa carrière parce que sur 55 ans d'engagement politique, il a passé exactement, je ne compte pas la période de 84 parce que c'était pas vraiment dans la majorité, il était là surtout pour le Sahara. Il a eu 55 ans d'engagement politique et seulement 55 mois dans le gouvernement, c'est-à-dire de fin 55 à mai 1960. L'opposant anticolonialiste était aussi pacifique. Au collège Moulay Youssef, il a eu à rencontrer des jeunes militants du Bloc national ou du Bloc de l'Action nationale. Il a commencé à se politiser. En 1938, il rencontre un peu par hasard Ben Barka, qui recevait un prix comme brillant lycéen qui venait d'avoir sa première partie du baccalauréat, et Bouabid recevait un prix comme brillant potage qui venait d'avoir, je crois, le certificat du collège, parce qu'ils avaient une petite différence d'âge. À Fès, quand il était donc enseignant, c'est là qu'il s'engage vraiment dans l'action politique en tant qu'opposant pacifique donc, au système colonial, et il entre dans la Taïfa, et la Taïfa c'était quand même disons, l'élite du mouvement national à l'époque à Fès, et c'était secret, ou plutôt disons que à part les membres, les autres donc, à part les membres de la Taïfa, les autres n'étaient pas au courant des réunions et des prises de position, donc, et il était encore très jeune, il avait un peu moins de 20 ans. Sa première grande action contre le système colonial a eu lieu le 28 janvier à Salé, où il a organisé, suite à l'arrestation de la direction de l'Istiklal, surtout Balafrej et Yazidi et d'autres, suite au manifeste de l'Istiklal. Vous savez, le manifeste de l'Istiklal a été donc rendu public et amené donc, au palais et consulat et au protectorat. Et donc il y a eu réaction un peu tardive de la police et du gouvernement français, parce qu'à l'époque c'était quand même la deuxième guerre, et donc ils ont arrêté la direction du parti de l'Istiklal qui venait de naître, et il y a eu des manifestations, et à Salé il a organisé, et c'était très grave et c'était très dangereux, et il aurait pu mourir donc le 28 janvier 1944 parce que son ami Ben Aboud a été tué
Donc il était au début donc, à la tête des manifestants et son ami Bourbic a été mort suite à la répression par balle réelle des autorités publiques, des forces publiques coloniales. Il entre en prison donc à fin du mois de janvier, à peu près pour 1 an, et là il rencontre bien sûr de nouveau le Barga en prison, et parmi les co-prisonniers qu'il a vécu plus ou moins avec eux en prison, comment ça s'appelle, Qadir, donc Aboukar Qadir. Donc en 1945-49, il fait des études à Paris, mais il faisait plus de politique, disons, le jour, la nuit, il lisait, c'était un grand lecteur. Il n'allait pas toujours suivre les cours quotidiens parce qu'il passait une bonne partie de sa journée à essayer d'organiser les ouvriers, les étudiants marocains au sein du parti de l'Istiklal. Mais il a fait de brillantes études, il a eu sa licence de droit. En plus, il a poursuivi des études au prestigieux Institut d'études politiques à Paris. C'était un homme surtout pacifique, un humaniste. Avant l'heure, parce qu'il n'y a pas encore un fort courant au Maroc, même aujourd'hui, un fort courant humaniste, peut-être on l'aura dans 20-30 ans. C'était un peu, sur ce plan-là, il avait un temps d'avance sur son temps, parce qu'il était contre la violence, et quand on lui a proposé en 1955, du fait qu'il était un homme politique crédible de l'Istiklal, quand on lui a proposé de prendre la tête de l'armée de libération national, il n'a pas montré un enthousiasme débordant, même s'il était d'accord pour qu'il y ait une action autre que politique du fait que les autorités coloniales ont durci à partir de 53 et disons de 52 leur politique de répression contre les nationalistes marocains. Mais il était, quand on dit qu'il était plutôt pacifique, il était quand même pour l'action populaire organisé et qui pouvait être dur. Parce qu'en 1952, en décembre 1952, il s'est opposé à Abdallah Ibrahim qui ne voulait pas que le parti, en tant que parti, participe à la grève, vous savez, aux manifestations populaires, au rassemblement, disons, organisé par les ouvriers à Casablanca suite à l'assassinat de Farhad Hachel. Donc lui, il a participé, même personnellement, alors qu'il était plutôt intellectuel, à l'organisation des ouvriers pour que réussisse ce grand rassemblement qui a fini donc face à la répression policière. Il y a eu quand même plusieurs victimes du côté marocain, quelques victimes européennes aussi, et c'était l'interdiction du parti de l'Istiklal et du parti communiste marocain. Donc ça, juste pour rappeler que ce n'était pas un pacifiste, si vous voulez, de choix, mais c'était un pragmatique qui préférait l'action populaire, l'action organisée, l'action pacifique à la violence. Donc je donne aussi un exemple, c'est que quand il a passé une bonne partie de 1952, suite à ces manifestations, à ce rassemblement de 1952, il a été emprisonné jusqu'en 1954, et comme je vous ai dit, donc l'action pacifique et politique l'engageait plus, l'attirait plus, et la première chose quand le responsable du protectorat a rencontré les dirigeants nationalistes après leur libération fin 1954, il a demandé un passeport pour Paris. Il a dit, c'est tout ce que je demande pour moi personnellement, bien sûr, l'indépendance du Maroc. Et il est parti donc à Paris où il a commencé une action politique de nouveau. Il a pris contact avec des gens, que ce soit de l'opposition ou même du gouvernement, et il a eu à rencontrer Edgar Faure. Et quand il a rencontré Edgar Faure a essayé de voir si le mouvement national, disons principalement l'Istiklal, pouvait accepter, parce qu'il y avait un grand problème à l'époque, disons 1925. Edgar Faure voulait trouver une solution pour la question marocaine parce que la guerre commençait en Algérie et vous savez, il y avait une grande différence pour la France entre l'Algérie et le Maroc, disons une différence de statut et d'attachement parce que l'Algérie était une colonie, donc une terre française à 100%, le NATO la reconnaissait, l'Union soviétique ne pouvait même pas aider d'une façon ostentatoire le mouvement algérien par exemple parce qu'il y avait disons des conditions
nationale et internationale qui rendait l'Algérie française et à jamais. Et c'était la population française pensait dans sa grande majorité, y compris le Parti communiste au début, donc français jusqu'en 1956, que l'Algérie était une terre française 100% et à jamais, comme la Corse ou Paris sont français. Donc disons, il avait un sens de l'opportunité et il a essayé donc, de pousser les autorités françaises dans ce sens-là, de tirer profit, alors que d'autres s'y opposaient. Il voulut surtout l'action armée. L'action armée pour Bouhabid ne pouvait être utilisée que d'une façon marginale au pouvoir au Maroc, et on l'appelait même le sultan Oni. Et Edgar Faure a essayé de le convaincre qu'il faut tout d'abord élire une constituante au Maroc pour qu'il y ait solution, si vous voulez, à ce problème politique, qu'il y ait tout d'abord l'élection d'une constituante, et après cette constituante, décide le retour ou le non-retour de Mohamed V. Et il a dit, pour Bouhabid, c'était clair que c'est le roi Mohamed V qui devait négocier. Et c'était aussi parce que s'il choisissait l'autre choix, pour lui, ça allait faire un grand clivage au sein du mouvement national, et ça pouvait la couper en deux, etc. etc. Donc pour éviter toujours la violence. Donc la seule période où il a été vraiment, disons, du côté de la majorité, où il était au gouvernement, c'est sous 55 mois qui va de 1956 à 1960, et c'était vraiment le leader économique du pays. Toutes les grandes institutions qui existent jusqu'à aujourd'hui ont été créées par Bouhabid. Comme le dirham marocain, il a pris quand même une décision patriotique, mais très risquée à l'époque, qui est le décrochage parce qu'il restait quand même un peu opposant, le décrochage du franc français, du franc marocain, du franc français, c'était risqué, et donc la création du dirham, c'était lui, alors que par exemple l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique équatoriale ont choisi de rester dans la zone franc. Aussi le bureau de participation minière, les premiers noyaux de la sidérurgie au Maroc, le plan quinquennal, la réforme agraire, l'éducation. Selon Bouhabid, le Maroc devait passer de 10% d'enfants scolarisés, donc en 1955, il y avait 10% d'enfants en âge scolaire, c'est-à-dire 7 à 14 ans, qui étaient scolarisés. Bouhabid voulait, avec les moyens de bord, parce que le Maroc n'avait presque pas de finances nationales à l'époque, et la France a commencé à se retirer à partir de 1956, après les événements de Meknès et après le rapt des dirigeants algériens. Et il y avait donc une crise de décolonisation, et Bouhabid, dans son programme, prévoyait qu'en 1967, pas dans le cadre du premier quinquennal, mais du deuxième, que le Maroc arrivait à 75% d'enfants scolarisés. Et c'était logique, et c'était, disons, patriotique, c'était nationaliste, mais pas seulement, c'était aussi réaliste. Parce que de 1956 à 1960, le Maroc est passé de 10% d'enfants scolarisables. J'insiste sur ça parce que Bouhabid était un humaniste. Et pour lui, l'éducation on devait mettre le paquet. Il était d'accord avec Ben Barka sur ça. Ben Barka aussi croyait en ça, que le seul moyen pour le Maroc, avant même la sidérurgie, de se développer, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est le principal ascenseur de la civilisation et de la modernité. C'était un humaniste moderniste. Ils sont passés quand même de 10 à 45%, et donc ils prévoyaient 75% en 1967, mais imaginez, quand il a été obligé de quitter le gouvernement en 1960, de 1960, on est resté à 45%, 50%, 48%, jusqu'au gouvernement d'alternance. Imaginez. Donc c'était vraiment un autre point de vue qui a pris le pouvoir et qui ne s'intéressait pas vraiment à cet humanisme modernisateur de Bouhabid et de Ben Barka. Et il a fallu donc le gouvernement. Moi, je ne suis pas c'est pas ici pour faire de la publicité, c'est juste des chiffres. Vous pouvez réviser ces chiffres, voir ces chiffres sur le site, par exemple, du gouvernement, s'ils existent toujours. Donc, je disais, donc maintenant je passe à la deuxième phase qui est l'opposant anti-absolutiste. En 1960, dès le limogeage d'une façon humiliante du gouvernement Abdullah Brahim, où Abdelrahim Bouhabid tenait, c'était le numéro 2 du gouvernement parce qu'il était vice-premier ministre, vice-président du Conseil, parce qu'à l'époque c'était un président du Conseil, pas un premier ministre.
Donc normalement, il devait avoir l'essentiel du pouvoir. Donc il était vice-président du Conseil, il était ministre de l'économie, des finances et de l'agriculture. Dès qu'il l'a quitté, et Hassan II est venu le voir, il était encore prince héritier, il est venu le voir, il l'a invité chez lui, il lui a proposé de continuer dans le gouvernement. On les mange donc, les nationalistes. Bouhabid, comme il était pondéré et comme il était surtout très compétent, il n'y avait pas beaucoup de compétences à l'époque, sur le plan financier et économique, Hassan II voulait le garder dans le gouvernement aussi pour diviser, disons, ce qu'on va appeler la gauche. Il a refusé, et même, disons, quelques jours plus tard, dans un meeting à Salé, il a dit que le Maroc, maintenant, ça peut être en train de s'orienter vers un régime fascisant. Et c'était vrai, on l'a vu à partir de 1963, il y a eu une sorte de fascisation du pouvoir marocain avec Oufkir, etc. Donc cette période, cette deuxième période d'opposants anti-absolutistes, je la divise, disons, en trois grandes parties, 1960-1963. Bouhabid était un opposant légaliste pur. Mais avec 1963 et le grand coup du 16 juillet 1963, parce que l'UCFP et l'Istiklal, disons, ont gagné aux voix. Ils ont gagné aux voix, malgré la falsification, qui était modérée, parce que l'administration à l'époque était plutôt nationaliste, et du côté du nationalisme. Mais l'usage des aides américaines par le parti de Guidira, etc., malgré ça, quand même, aux voix. Donc la coalition nationale, qui était une coalition non officielle, UNFP et Istiklal ont eu quand même plus de 50% des voix. Mais ils n'ont eu que 69 députés sur 144, et le FDIC, donc, les gens du côté du régime, ont eu aussi 69. Il y avait quelques indépendants qui ont été plus ou moins obligés d'appartenir au FDIC, ou du moins de soutenir le gouvernement. Donc il a vu, par son sens de l'analyse politique, que le Maroc s'orientait quand même encore un peu plus vers un régime fasciste. Et c'est là que Bouhabid a commencé, disons, mais d'une façon toujours très prudente, que l'action armée peut être un élément politique de pression, mais un moyen marginal pour que le régime comprenne que sa politique peut amener le Maroc vers la catastrophe. Mais il ne s'est jamais engagé personnellement, et il était contre que le parti s'engage en tant que parti dans l'action armée ou de la soutenir directement, mais il était clair qu'il pouvait, pour lui, il pouvait y voir, disons, une opportunité politique marginale pour faire comprendre à Hassan II et aux dirigeants de l'armée à l'époque, donc Oufkir, Limi, etc., que ce n'est pas le bon choix, la répression. Et par exemple, dans une rencontre à Milano avec un dirigeant de l'action armée, il n'a pas du tout demandé l'arrêt des préparatifs de l'action armée contre le régime à l'époque qu'on pouvait appeler le régime des binômes Oufkir-Hassan II. Mais c'était, comme je vous ai dit, c'était pas, il était pragmatique sur tous les plans, un peu comme Edgar Faure, et que si jamais cela peut aider, il ne peut pas s'y opposer, même si ce n'était pas son choix personnel. Mais à partir de 1972 jusqu'à sa mort en 1992, donc 20 ans, c'était l'option politique, l'option démocratique définitive, mais avec l'organisation, bien sûr, du peuple, pour qu'il revendique ses droits, pour qu'il impose ses droits. Et il y aura quand même un grand affrontement. D'ailleurs, c'est l'année de l'affrontement avec Hassan II, 1981. C'est la grande année d'affrontement avec Hassan II, quand il va choisir de s'opposer à l'acceptation par Hassan II d'un référendum sur le Sahara. Il a demandé qu'il y ait tout d'abord un référendum sur le référendum. Il faut demander au peuple marocain, et ce n'est pas un roi parce qu'il est roi qui doit décider pour les Marocains et tout le peuple marocain, parce que c'est quelque chose de décisif pour l'avenir de l'intégrité territoriale du Maroc, et donc c'est là qu'il a été mis en prison. Mais je ne parle pas seulement du communiqué du bureau politique de l'UCFP, aiguisé et défendu par Bouhabid, parce que tout le monde n'était pas d'accord, pour qu'il s'oppose donc à l'option de Hassan II pour l'acceptation d'un référendum. Il y avait aussi la grève de 81, parce que la grève de 81 a une dimension aussi nationale, parce que s'il a accepté qu'il y ait une grève générale par la CDT
pour bien sûr des revendications sociales, c'est parce que aussi il voyait que Hassan II commençait à tanguer par rapport à la question du Sahara. Il n'avait pas le même choix que lui. C'est que pour lui, l'acceptation du référendum était une chose grave et ça pouvait, disons, enraciner le Maroc, embourbouiller le Maroc dans une situation à l'infini. Et on peut dire qu'il a eu un peu raison, même si on n'est pas là pour faire un jugement de valeur. Donc le grand affrontement a eu lieu en 1981 avec Hassan II et il l'a payé cher puisqu'il a été à l'Elouf, il a été à Nissour. Qu'est-ce que je peux dire? Abdelrahim Bouhabid est surtout, comme j'ai dit, un patriote. Disons, même s'il était socialiste, mais il est tout d'abord patriote, un nationaliste tempéré. C'est pas le nationalisme, disons, un peu comme le nationalisme arabe, mais il était tout d'abord patriote, et on l'a vu. Le seul affrontement vraiment un peu violent avec Hassan II, c'était à propos d'une question nationale, pas à propos d'une affaire sociale, par exemple, pas à propos de la Constitution, même pas à propos de la nature du régime politique, mais sur la question du Sahara. Parce que, disons, dans le Viltanchon dans lequel elle a été éduquée, Bouhabid, que ce soit au Maroc ou en France, quand il était à la faculté de Paris, c'était tout d'abord le nationalisme, et on le voit à travers tout son parcours d'homme politique. Merci beaucoup.